Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Encore un nouveau numéro où nous continuons à parler des actions du chef de l'État. Il faudrait savoir que, compte tenu de l'actualité actuelle, on ne peut pas s'en déroger et nous sommes obligés de pouvoir parler de ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement au nord Kivu. Et dans notre numéro précédent, ou l'émission précédente, nous avions expliqué ou parlé des propos qu'avait tenus le président Kagame lors de sa visite au Bénin. Compte tenu de cette actualité qui continue, je pense qu'il est important de pouvoir également continuer à discuter autour de ces sujets-là, puisqu'il y a un autre élément qui entre en jeu, c'est la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a eu lieu hier, et on a entendu les propos, une fois de plus, cette fois-ci, du représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies. Et lorsque vous entendez ces discours, c'est là que vous comprenez que ce pays était dans un gouffre profond à cause des trahisons des fils adoptifs de la RDC. Il faut le dire ainsi, parce que ce pays a accepté d'adopter certains étrangers qui sont devenus congolais par la suite, et ces fils adoptifs ont comploté contre la République et voulant à ce que cette situation se pérennise, ils multiplient les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo afin de continuer leur forfaiture. Il suffit seulement de suivre le rapport du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba avec les différents responsables militaires des pays composant les EAC. Vous allez comprendre que dans leur rapport, il y a au moins 252 groupes armés locaux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans un pays comme le nôtre, un pays qui aspire au développement, mais qui regorge en son sein 252 groupes armés? Et il faut qu'on vous signale que ces groupes armés n'existent pas seulement pendant la période du président Fachi. Ce sont des groupes armés qui ont existé il y a de cela plus de 20 ans maintenant. Et ces groupes armés sèment la terreur à l'Est en égorgeant filles, garçons, enfants, en violant les femmes. Donc, des tueries de masse qu'ils sont en train de perpétrer dans cette zone. Et ces groupes armés ont des chefs de file qui sont soit dans les institutions ici à Kinshasa, soit des multinationaux qui financent ces groupes armés afin de maintenir ces chaos-là. Et lorsque le chef de l'État est arrivé en 2019, parce qu'il faudrait reconnaître qu'il a été voté en 2018, mais il a pris ses fonctions du président de la République en 2019, c'était le 24 janvier. Et lorsqu'il est arrivé, le chef de l'État, les gens ne l'ont pas compris. On a entendu certains dire, voilà, le chef de l'État, il a sympathisé ou coalisé avec Paul Kagame, les sanguinaires. Il a, soi-disant, craché sur la mémoire des victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Les gens ne savent pas que lorsqu'on se retrouve dans une diplomatie, parfois
il faut jouer à l'hypocrite. C'est ça même la diplomatie. La diplomatie, en résumé, c'est de l'hypocrisie. On ne dit pas tout haut ce qu'on pense, mais parce que, en raison des intérêts X ou Y, il faut tenir tel discours, et chaque discours a un agenda, s'il faut le dire ainsi. Et le chef de l'État, maître de la diplomatie, parce que il faut le dire, parce qu'on doit souligner certains faits pour vous montrer ou vous expliquer les canons par lesquels le chef de l'État est arrivé à mettre KO Kagame et différentes troupes armées qui sèment la terreur en République démocratique du Congo. Je me souviens d'un discours où le chef de l'État était en train de fustiger le fait que les Congolais s'acharnaient sur Paul Kagame et Museveni, et pour lui, il estimait qu'il était important que nous puissions nous mettre autour d'une table et de trouver des solutions durables afin d'avancer. Le chef de l'État savait que Kagame était un hypocrite. Kagame, chez eux, ils appellent ça Ubwege. Ubwege, pour eux, ils disent que c'est de l'intelligence. Non, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la malice. Vous faites croire aux gens X et vous faites Y. Et dans un terme aussi vulgaire, on peut parler de l'hypocrisie. Kagame, c'est un hypocrite. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, savait également que Kagame était un hypocrite. Une personne qui ne respecte pas sa parole. Il vous dit le soir un mot, le soir, il change. Et le chef de l'État en était conscient. Mais, puisqu'il fallait montrer à la face du monde la bonne foi de la RDC, de pouvoir se mettre autour d'une table avec ses voisins naturels, discuter autour des questions qui fâchent, donc les questions de la sécurité, des frontières, et trouver des solutions. C'est ce que le chef de l'État a fait. Rappelez-vous, lorsqu'il est arrivé, le premier voyage, il est allé en Angola, pays limitrophe, il est allé au Rwanda, pays limitrophe, il a fait l'Ouganda, pays limitrophe, il a fait le Burundi, pays limitrophe, il a fait la Tanzanie. Donc, il a sillonné pratiquement tout le 9, pratiquement, parce que je ne me souviens, il n'est pas encore allé au Soudan, si j'ai bonne mémoire. Il a sillonné pratiquement, je dis pratiquement, tous les pays frontaliers. C'était quoi le but? Le but était de discuter autour des projets de développement, premièrement, entre pays voisins, et puis trouver une solution durable au problème de l'insécurité à l'Est. Alors, connaissant que les principaux griefs qui font à ce que la guerre à l'Est continue maintenant il y a près de 30 ans, c'est la convoitise de nos minéraux à l'Est. Le chef de l'État connaissant cela, il a appelé les pays voisins intéressés, entre autres le Rwanda, l'Ouganda et consorts, en leur proposant un deal. Le deal, pour moi, était une cerise sur le gâteau, parce que le chef de l'État voulait à ce que, au lieu que ces pays-là arment les groupes armés, et ces groupes armés viennent ici en République démocratique du Congo tuer les compatriotes, après la tuerie, récupérer les minéraux et aller vendre à vil prix à ce pays-là. Le chef de l'État les a dit, écoutez, cessons avec les atrocités. Moi, je vous dis, entrez par la grande porte. Au lieu d'acheter les minéraux auprès des groupes armés, moi, je vous propose de venir directement acheter chez moi. Au même prix que vous achetez chez les groupes, auprès des groupes armés, et comme ça, on peut avoir une transaction fiable, sécurisée, sans pour autant qu'il y ait
des tueries, de l'instabilité dans la zone. Pour moi, c'était une perche solide tendue aux pays voisins afin que chaque pays qui aspire à exploiter nos minéraux continue à le faire, mais d'une manière légale. Certains ont dit que le chef de l'État a signé un deal où il a vendu nos minéraux. Mais c'est quand même bête de pouvoir réfléchir de la sorte. Au lieu de laisser les groupes armés continuer à piller nos ressources, où l'argent ne rentre pas dans la caisse de l'État. Mais si nous, on arrivait à signer des contrats avec ces pays voisins qui viennent acheter directement les minéraux chez nous et partent vendre, vous rendez compte de combien la caisse de l'État sera garnie. Parce qu'on aura des tonnes et des tonnes de minéraux à vendre. L'argent, au lieu de transiter entre les mains des individus, vient directement dans la caisse de l'État et l'État va vivre, l'État va émerger. Un deal salvateur, mais pour les autres, ils se sont dit si on accepte ces deals, on va rendre la RDC plus fort. Et nous risquons d'être marginalisés plus tard parce que on va réveiller un éléphant qui dormait. C'est ça, c'est que s'est dit le président Kagame et Museveni. Pour eux, il fallait refuser ces deals. Mais puisqu'on ne peut pas les refuser en face du président Félix Tshisekedi, on l'a fait croire qu'ils ont accepté les deals en signant des accords, rappelez-vous, des contrats, rappelez-vous. Les gens ont crié en disant voilà, le chef de l'État a vendu les minéraux en signant des accords avec le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont oublié que le chef de l'État n'a juste légalisé les transactions que faisait déjà Kagame avec les groupes rebelles. Il les a dit évitons ces groupes parce que si on arrête de financer les groupes armés, automatiquement les exactions vont finir parce qu'ils seront à court de moyens et ils ne peuvent pas continuer avec leur politique s'ils n'ont pas de moyens et permettre à la RDC d'encaisser ce que le groupe rebelle encaisse. Ça sera l'économie congolaise qui va continuer à tourner. Alors, il a signé l'accord avec l'Ouganda. Rappelez-vous, il a signé l'accord avec le Rwanda. L'accord était simple. L'accord n'était pas de céder nos terres. L'accord était d'autoriser l'exploitation des minéraux à l'est de la République démocratique du Congo à condition que le Rwanda et l'Ouganda payent les minéraux chez nous et également parce qu'il faut faire quitter ces minéraux vers ces pays voisins, il y a aussi la douane qui va intervenir et les taxes et consorts. Donc c'est comme ça que le chef de l'État avait mis en place ce système parce qu'il savait que si les pays voisins mordaient à la maison, automatiquement notre économie allait être prolifique. Mais malheureusement, et lui aussi savait également que la proposition qu'il est en train de faire a 80% de chances que ça ne passe pas. Mais puisqu'il fallait tenter, puisqu'il fallait montrer à la face du monde la bonne foi de la RDC à vouloir résoudre ce problème d'insécurité à l'Est et de faire montrer également à la face du monde la mauvaise foi de voisins de ne pas vouloir accepter de dealer directement avec le gouvernement congolais afin d'éviter les atrocités qui sévissent à l'Est. Alors, qu'est-ce qu'a fait Paul Kagame et son ami Museveni? Ils ont fait croire au chef de l'État qu'ils étaient d'accord en signant des accords, des papiers, mais puis rien n'est fait. La guerre continue. Le Rwanda continue à envoyer les armes aux rebelles. Le Rwanda continue également à envoyer ses soldats en République démocratique du Congo. Alors, le chef de l'État, il connaissait déjà son plan. Il avait un plan A,
celui d'accepter de dealer avec les pays voisins. Et puis, le plan B consistait à adopter une autre attitude si ces pays-là refusaient de collaborer. Et c'est ce qui fut le cas. Les pays voisins ont refusé de collaborer et le chef de l'État a dit, puisqu'il est ainsi, il a stoppé avec les relations diplomatiques au Rwanda, avec le Rwanda. Conséquence, le Rwanda a continué à surarmer les M23. Et le fait de surarmer les M23, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Pour le Rwanda, il faut continuer à faire pression sur le président de la République. Lorsque le président va se rendre compte qu'il est en train de perdre certaines parties de notre pays, il finira par revenir sur la table de négociation. Et ils savent que sur la table de négociation, il y aura un seul point qui sera mis à l'ordre du jour, revendiquer les accords signés précédemment avec le président Joseph Kabila. C'est là que j'ai dit, le pays est victime de la complicité ou de la trahison des fils adoptifs de la République démocratique du Congo. Parce que en 2013, il faut qu'on rappelle aux compatriotes pour que les Congolais sachent, et ici je vais vraiment le dire en lingala, pour que les gens comprennent, même ceux-là qui ne comprennent pas les Français comprennent. En 2013, le président Kabila a signé qui ba accord na M23. Bolanda makambo bazoko sabinote que Kabila a longa qui ba M23 parce que ce qui a longa qui ba M23 na même année akoka qui ko signé ba accord na ba M23 te. Asala kinini a signé ba accord na ba M23 na ba accord ango baloba kinini na ba accord balobi que yayambo il faut M23 à côté en armée et le quoi yambo bao nyonso baza ba officier na M23 ba garder ba grade na bango et côte ba koti na mon armée ce que vous avez colonel na M23 au commis colonel l'armée sans formation hein? Quelqu'un qui parachute on ne sait même pas son parcours militaire mais il se retrouve colonel général au sein de l'armée. Nakati accord wana et ce qui était plus écœurant nakati accord ango RDC kakanem dazali na ba obligation. Les M23 n'avaient pas des obligations. La seule obligation qu'avait les M23, c'était de cesser le feu. Et regardez maintenant la panoplie des conditions qu'on a imposées à la RDC. Bandi maokot sa basoda na bango na armée, ba officier nyonso, baso ba grade o bango balingi. Et voilà pourquoi quand vous regardez dans notre armée, il n'y a aucun touti qui a un grade de sous-lieutenant. Il n'y en a pas. Tous les toutis ont des grades à partir des capitaines montés. Ici, je signale, je ne suis pas en train de faire un discours tribaliste. Non. Je suis en train de vous montrer comment est-ce que les fils adoptifs du Congo ont trahi notre pays. Ba koti ba militaire na armée, ba pesi ba militaire ya M23. Ba grade ya likolo, na kati ya ba accord wana. Ba militaire ya Rwanda. Ba koki koya kosala patrouille na RDC. Sans limitation d'un espace ou des limites. Bakoya même tina Kinshasa kosala patrouille, bakoya dans n'importe quelle province kosala patrouille. Kaka na kati ya accord wana. Ba militaire rwandais bakoki pe kokota na service à renseignement. Ba renseignement ya Rwanda bako travailler na renseignement ya Congo, bakoya kozwa ba information na Congo sans un document
sans rien. Baye ba koti et puis ba bimi. Kaka na kati ba korango ba Rwandais bazana droit ya ko travailler na kati ya ba institution ya mboka. Ba kokipe okota na kati ya politique ya Congo kokoma ba député, kokoma ba ministre, kokoma ba directeurs généraux ainsi de suite. Et puis na kati ya Rwanda ba Rwandais bazali na droit ya kokoma ba chef coutumier na ba territoire ya ba Masisi, ya ba Niragongo, ya tous les territoires oyo moni ba occupaki wana. Donc bazali na droit ya kokoma ba chef coutumier. Yango monaki tango le chef de l'État Koti Sika, les présidents les ministres qui étaient de l'intégration régionale, Azarias Roubewa, a kendaki kuna na est sans accord ya gouvernement pour acha territoire ya Minembwe. Et le chef de l'État avait bloqué cette disposition. Na lobi na lingala po Congolais nyonso ayoka. Congolais nyonso comprendre pourquoi les autres ont continué ko bunda na ba M23. Tozo bunda na ba M23 parce que mokonzi ya mboka aboyi kondima ba accord oyo M23 signaki na gouvernement ya Kabila na 2013. Lokola mokonzi ya mboka aboyi yango pona bango, il faut pas continuer ko bunda. Mettre la pression sur le gouvernement de Kinshasa afin que le gouvernement de Kinshasa puisse accéder à leurs demandes. Et ne pensez pas que le fait que le chef de l'État refuse de négocier avec ces gens est un délire. Ce n'est pas un délire. Le chef de l'État sait que s'il accepte de négocier avec ces gens, ils vont brandir le même accord. Il le sait. Oh, bah, signé en 2013 na Kabila. Ce qui m'a konzamboka andimi lisusu qu'on négocie na Batouana, le pays ne va jamais se relever. Pourquoi le pays ne va jamais se relever? Parce que on aura des infiltrations comme ce fut le cas. Et du fait qu'il y a infiltration, même dans l'armée, le pays ne peut pas aller combattre et gagner une guerre tant qu'il y a des infiltrés. Parce que tout ce que vous aurez à faire comme plan de guerre, ce sera déjà entre les mains des ennemis avant même que vous n'exécutiez ces plans-là. Donc, vous comprenez que ce pays était vendu à 90%. Ndenge to banayi ko vanda na Congo na biso tozalaki lisusu ba Congolais tozalaki su ba kolo mabelete toza ba Congolais kaka ya kombo, mais nous étions dirigés par des étrangers, des puissants étrangers qui se sont réclamés congolais en complicité avec les autorités de l'époque parce qu'ils ont accepté de signer des accords avec eux, de les intégrer dans la vie politique, dans la vie militaire et dans la vie sociale. Le chef de l'État, pour couper court, il les a dit: vous vous revendiquez congolais? D'accord. Première condition, vous déposez les armes. Deuxième condition, vous entrez dans le processus de DDRCS. Ce processus de désarmement, désengagement, démobilisation et réinsertion dans la vie sociale. C'est ce que le chef de l'État a exigé à ces gens. Si vous réellement, ces gens-là se réclamaient congolais, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et maintenant, lorsque vous rentrez dans la vie civile, c'est maintenant que vous pouvez vous dire, voilà, je peux faire la politique, ou je peux répondre les études, ou je peux également me lancer dans X ou Y activité. Mais plus question de revenir dans l'armée, plus question d'autoriser à ces gens-là de
s'incruster dans la politique du pays, parce qu'ils deviennent des députés, parce qu'ils deviennent des ministres, ils ont accès à des informations sensibles. Conséquence, ils sont en train de prendre ces informations sensibles et les amener ailleurs pour les exploiter et envisager des plans pour continuer à infiltrer et à fragiliser l'État. C'est là que nous saluons le patriotisme du chef de l'État. Parce que ce qu'il est là au Mokonzamboka andimi qu'on lâché par rapport à la pression aux Azozwa, il y a communauté internationale. Pression aux Azozwa, il y a classe politique à Congo qui sont en connivence avec les intelligences du mal. Mais aujourd'hui, je pense que on aurait encore la répétition de l'histoire où on va voir ces gens-là revenir encore dans les affaires. Ce que je suis en train de vous dire est très capital. Chaque Congolais doit comprendre quel est le rôle que doit jouer un Congolais face à cette infiltration qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'hier. Et le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé aux affaires, les gens l'ont critiqué en disant voilà, aujourd'hui, il commence à critiquer Kagame alors qu'il lui avait tendu la main. Oui, il lui avait tendu la main parce qu'il devait montrer à la face du monde la mauvaise foi de Kagame. Parce qu'il savait pertinemment bien que, quand bien même que j'étends la perche au Rwanda et à l'Ouganda, ces gens-là ne vont pas répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Et le chef de l'État, ayant un plan B, il savait également qu'il va bloquer les négociations. Parce que, regardez ce que dit le représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies. C'est une forme de pleurs. C'est une forme de regret. Il est en train de pleurer et de regretter. Je vous dis ce qu'il dit. Il dit ceci. Ils sont inquiets de la position qu'a adopté le gouvernement de Kinshasa à refuser catégoriquement de négocier avec les M23. Et cette position-là ne facilite pas la tâche. Là, ce sont les propos du représentant permanent du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il dit que la position du gouvernement de Kinshasa de refuser à négocier avec le M23 est en train de jeter en pâture les efforts régionaux, ce qu'il dit. Les efforts régionaux. Et puis, cela ne facilite pas la tâche à obtenir une paix durable en République démocratique du Congo. Moi, ce qui m'étonne un peu, chers Congolais, chers compatriotes, essayons de réfléchir ensemble. Pourquoi les problèmes de l'insécurité à l'Est préoccupent tant le Rwanda? Pourquoi la position du gouvernement congolais à refuser les négociations avec les M23 inquiète le Rwanda? C'est simple. Vous comprendrez que les parrains du M23 savaient que en reprenant les armes, ils allaient pousser Kinshasa à négocier. Puisque il y a un élément, j'ouvre la parenthèse, en 2019, il y a les M23 qui sont venus ici, ils ont fait 14 mois ici. C'est ce que les opposants disaient. Oh non, il est en train de dire qu'ils ne négocient pas avec les groupes armés, mais ils ont fait 14 mois ici. Là aussi, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que si on ne vous dit pas, vous n'allez pas comprendre quelle a été la politique de Joseph Kabila lorsqu'il a accepté de faire alliance avec les chefs de l'État. C'était pour un seul but, noyer les chefs de l'État dans un gouffre et puis
les faire passer d'un mauvais vis-à-vis des Congolais pour qu'ils soient éjectés. Je vous explique. Lorsque le chef de l'État prend les fonctions, la coalition FCC part en catimini chercher les responsables du M23 sans pour autant consulter le chef de l'État. Puisque rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le premier gouvernement, le premier ministre était issu du FCC, le premier ministre honoraire Ilunga Kamba. Alors, ils sont allés chercher les responsables du M23. Ces gens-là sont venus ici dans l'espoir de rencontrer le chef de l'État et de pouvoir lui faire comprendre que, écoutez, en 2013, nous avions signé des accords avec Kabila et nous voulons à ce que ces accords-là puissent continuer. Ils sont arrivés ici, logés par les frères de l'État. Et les frères de l'État qui a décidé de nourrir ces gens-là, c'est le gouvernement. À la tête, c'était qui? Ilunga Kamba. À l'insu, je dis bien à l'insu du chef de l'État. Mokonza Mboka ayeba quitté que M23 ayaki na Kinshasa. Okay. Ils ont été soutenus par le gouvernement. Et ils sont allés maintenant voir le chef de l'État pour dire voilà, les responsables du M23 sont ici, il faudrait au Sourana Bango. Parce qu'il y avait des accords, comme vous êtes maintenant les garants de la nation, il faut garantir Bango que les accords vont continuer. C'était ça. Et le chef de l'État, très malin, je vous dis toujours que Mokonza Mboka a yebi politique. S'il y a des personnes en RDC qui connaissent la politique, parmi les 5 premiers, on peut citer Félix Antoine Tshisekedi, un fin politicien. Il ne les a pas répondu. Il les a tout juste dit, écoutez, laissez-moi voir mon agenda et puis je vais programmer à les rencontrer. Ils ont fait 14 mois sans voir les chefs de l'État. Les gens doivent vous dire la vérité. Le président a fait, les M23 ont fait 14 mois ici, ils n'ont pas rencontré les chefs de l'État. Ils ont compris que le chef de l'État refusait de les recevoir parce que toutes les demandes d'audience sont restées sans réponse. Voilà pourquoi, à leur retour dans leur QG, ils ont décidé de reprendre les armes. Voilà pourquoi en 2021, vous avez vu, les M23 ont repris les armes. C'est ça. Si les gens ne vous disent pas, la vérité est là. Le chef de l'État a refusé de les recevoir parce qu'il savait que le FCC lui tendait un piège. Lorsqu'il va accepter, il va tenter à vouloir renégocier avec ces gens-là, ce sera une épine sous les pieds du président de la République. À chaque fois, ils vont commencer à brandir, voilà, vous avez signé des accords, vous ne pouvez pas vous en dérober. Et au moment opportun, ils vont les exhiber au peuple pour dire, voilà le président à qui vous faites confiance, il a signé des accords avec les rebelles. C'était ça le plan du FCC. Et le chef de l'État, comprenant toutes ces manœuvres, a refusé de les recevoir. Mais il ne l'a pas dit ouvertement. Il les a laissés ici, logés, pendant 14 mois. Bazongi, Maboko Pamba, comme a chanté Ferré, Bazongi Maboko Pamba. Donc, vous comprenez comment est-ce que la guerre a repris intensement avec les M23. Parce que, tout simplement, le chef de l'État a refusé de reconnaître les accords signés entre le M23 et le gouvernement en 2013. Et pendant cette période, il faut le signaler, le premier ministre, c'était Matata Mponyo. Et je vous rappelle également que Matata Mponyo a une nationalité douteuse parce que certaines personnes, vous avez suivi le professeur Lunda Bouloulou, a dit dans une de ses vidéos que à l'époque, lorsqu'il fut premier ministre, Matata Mponyo venait chercher l'audience chez lui comme étant une délégation rwandaise.
il était dans la délégation rwandaise. Et à quel moment Matata Ponyo est devenu congolais? À quel moment Matata Ponyo est devenu natif de Maniema? Vous comprenez comment est-ce que notre pays a été infiltré? Et je vous dis, chers amis, je vous le répète encore, ce pays a été mis à mal par les enfants adoptifs de ce pays. Des gens qui ont des nationalités douteuses. Voilà pourquoi nous, des compatriotes, des Congolais qui n'ont que le Congo comme nation, demandons au président Mbosso de pouvoir examiner la loi portant sur la nationalité congolaise, surtout en ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes comme la présidence de la République, comme le chef d'état-major, comme être Premier ministre, comme être ministre, être les chefs de corps. Parce qu'on doit sécuriser notre État. Et on ne voit pas comment est-ce que cette histoire doit être tirée à boulet rouge en disant que voilà, c'est une loi ségrégationniste. Tout simplement parce que ce pays a connu beaucoup de mixages. Et ces mixages ont pondu des enfants. Des enfants avec des nationalités douteuses, des hybrides. Et c'est ces hybrides-là qui soutiennent la proposition et qui ne soutiennent pas la proposition de la loi Tchani et veulent à ce que cette loi soit mise dans un tiroir et qu'on continue à accepter dans les fonctions régaliennes des personnes à nationalité douteuse. Cette loi doit être débattue et nous exigeons. Et nous estimons qu'à un certain moment, on doit, nous Congolais, des souches, marcher pour exiger à ce que cette loi soit mise sur la table de discussion. Chers amis, l'histoire est grande et on a beaucoup à raconter sur ce qui se passe à l'est du pays. Mais ici, je suis en train de vous donner une partie. Je pense que dans 2 ou 4 émissions, je vais continuer à vous expliquer les réels problèmes qui ont poussé au M23 à continuer la guerre. Alors, revenons maintenant au sujet principal, qui concerne le Conseil de sécurité. Le Rwanda, avec son représentant permanent, le représentant permanent dit qu'ils sont inquiets. Pour eux, il faut que Kinshasa négocie avec les M23. Et le président de la République, avec le gouvernement, avec le Parlement, sont catégoriques. On ne peut pas négocier avec les terroristes. Et l'envoyé spécial du gouvernement congolais aux Nations Unies l'a dit clairement. Pourquoi il faut négocier avec les terroristes? Est-ce qu'il y a un pays ici au monde qui a accepté de négocier avec les terroristes? Il n'y en a pas. Les États-Unis n'ont jamais accepté de négocier avec les terroristes. Prenez le Nigeria, n'a jamais accepté avec les Boko Haram. Ils n'ont jamais accepté de négocier. Pourquoi il faut, nous, les Congolais, nous, la RDC, on doit accepter de négocier avec les M23? Le gouvernement dit, il réitère sa position, il ne veut pas négocier avec les M23. Et cette position, rassurez-vous, chers compatriotes, le malheur est que la guerre va continuer pendant une période, mais l'avantage, on va couper court les ambitions de ces rebelles. Parce qu'ils étaient habitués, s'ils veulent avoir des postes, ils font en brousse, ils font la guerre, ils tuent les gens, le gouvernement les appelle, venez, on va négocier, on les intègre dans les institutions, on les intègre dans l'armée, et puis ils continuent. Et s'ils voient qu'ils sont mécontents pour tel poste, ils vont encore en brousse. Ils font la guerre, on les appelle, on négocie, on les intègre dans les institutions. C'est comme ça qu'a été la règne de Kabila pendant 2001 jusqu'à ce qu'il a quitté le pouvoir. Quel malheur de pouvoir accepter les enfants adoptifs et les confier les hautes responsabilités. Le gouvernement de Kinshasa, dans la réunion d'hier aux Nations Unies, a dit que
si le Rwanda recommandait à la RDC de négocier avec le M23, pourquoi le Rwanda n'a jamais négocié avec le FDLR? Ils disent que le FDLR déstabilise le Rwanda. Nous aussi, nous disons le M23 déstabilise le Rwanda. Alors, le Rwanda nous demande de négocier avec le M23. Nous aussi, nous demandons au Rwanda de négocier avec le FDLR. Puisque nous savons qu'ils ne le feront pas. Nous aussi, nous ne le ferons pas. Le jour où le Rwanda acceptera de négocier avec le FDLR, nous aussi, on fera avec les M23. Pour le Rwanda, pour une certaine frange de la communauté internationale qui soutient le Rwanda, pour eux, on doit négocier avec le M23. La position qu'adopte le chef de l'État est risquée. Nous devons le reconnaître parce que le chef de l'État met sa vie en danger. Lui-même, connaissant les enjeux, il a dit il est prêt à mourir pour la cause de la guerre à l'Est. Il est prêt à mourir. Il l'a dit. Quitte à nous maintenant de montrer notre attachement à notre patrie, de soutenir le chef de l'État dans la position qu'il a adoptée actuellement pour l'accompagner à une réussite certaine et à la fin de la guerre. Chers frères, je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là et dans notre prochaine émission, nous allons encore vous parler de ce problème de l'Est et les positions de Kinshasa. Ça fait partie du bilan du chef de l'État, cette position-là. Ça fait partie du bilan du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a stoppé net le problème de l'insécurité, donc des mixages, de l'infiltration des rebelles dans l'armée. Il a stoppé, et dans l'armée et dans les institutions. Il a dévoilé les plans du Rwanda contre la RDC, grâce à sa position. Aujourd'hui, la communauté internationale est d'accord avec nous que la RDC est agressée par le Rwanda, puisqu'il y a eu un rapport des Nations Unies qui a cité nommément le Rwanda comme principal fournisseur des armes du M23. Non seulement des armes, mais des troupes également. Donc, le chef de l'État a accepté de sacrifier sa vie pour que ce pays se remette sur les rails. Comme je vous ai dit l'autre fois, le président est en train de jeter les bases. Ce pays va se relever et il est déjà en train de se relever. Et lorsqu'il sera entièrement debout, c'est là que nous chanterons l'hymne national debout congolais avec fierté. Merci d'être passé devant nos écrans pour nous suivre, devant vos écrans, pardon, pour nous suivre, et nous espérons que on va continuer à échanger sur les questions de la RDC et plus particulièrement sur les actions du chef de l'État. Bonne journée à vous.